Bonjour Richard. Bonjour Liselotte et bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir avec Liselotte le Hervé Moreau, l'ancien capitaine de gendarmerie, pour son nouveau livre « L'honneur d'un capitaine » qui vient de paraître aux éditions Magnus. Alors, l'honneur d'un capitaine, c'est, comme vous le dites en sous-titre, une vie au service de la France. C'est un livre non pas programmatique, mais biographique. Vous racontez en fait comment est-ce que vous êtes rentré à Saint-Cyr, vous racontez comment vous êtes devenu soldat. Exactement, Richard. Je raconte. C'était une demande de mon lectorat suite au premier, Vérité d'un capitaine de gendarmerie. Il voulait savoir d'où me venait cet amour passionnel de notre pays, la France, de son peuple. Qu'est-ce qui avait fait dans ma jeunesse, au titre de mes études, au titre des expériences que j'avais pu vivre, qu'est-ce qui avait fait que je ne renonçais à rien, que je ne cédais pas, malgré tous les coups que j'avais pu recevoir. Et je me suis efforcé de leur apporter cette réponse dans ce livre, L'honneur d'un capitaine, un très beau livre, je crois. Et nous allons en parler sur l'amour passionnel que l'on voue à son pays, en tout cas lorsqu'on est un soldat, et nombre de ceux qui nous écoutent, bien entendu. Alors, un amour passionnel pour votre pays, évidemment. Votre père est médecin militaire, Oui. et vous êtes issu d'une lignée de soldats. Oui. Vous nous parlez de votre père, de votre grand-père, de votre arrière-grand-père, adjudant de gendarmerie. Et si je ne m'abuse, si on continue à remonter, en fait, vous êtes dans la chose militaire depuis des générations et des générations, effectivement. Ça a toujours été un très très grand atavisme familial, même si mes parents ne m'ont jamais influencé. Je tiens à revenir sur ce point. C'est à l'âge de 5 ans, je l'avais déjà précisé dans Vérité, mais je crois que j'y reviens aussi dans L'honneur d'un capitaine, à l'âge de 5 ans, sur la place des Cocotiers à Nouméa, puisqu'il s'agissait du dernier poste en Nouvelle-Calédonie de mon père. Je suis né sur cette île du Pacifique, sur ce bout de France, ce confetti magnifique et sublime. Mon père m'emmène à ce 14 juillet 1974, j'ai 5 ans et je découvre le défilé militaire, les hommes en armes, et je dis à mon père, voilà, c'est plus tard, quand je serai grand, je serai comme eux. Je serai un soldat. Je servirai aussi mon pays. Et ce qui a été extraordinaire, c'est qu'à la sortie de Vérité, eh bien, pratiquement 40 ans, 40 ans plus tard, c'est un homme, un adjudant de gendarmerie à la retraite qui m'a dit, mon capitaine, le 14 juillet 1974, j'avais défilé sur la place des Cocotiers à Nouméa et j'étais passé devant vous. Je faisais partie du régiment d'infanterie du Pacifique et je suis l'un de ceux qui vous ont peut-être poussé à rentrer dans la carrière par ma martialité, ma militarité. Et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire et incroyable. Et ensuite, bien entendu, ça s'est suivi à l'âge de 10 ans dans la bibliothèque de mon père, vous le savez aussi Richard, eh bien, les mémoires de guerre de Charles de Gaulle. Et cela a eu une influence déterminante sur le reste de ma vie parce que j'ai dit là encore à mon père quand je serai grand, je ferai l'école de Charles de Gaulle, je ferai Saint-Cyr. J'étais alors âgé de 10 ans, tout m'apparaissait au travers de ces mémoires de guerre. Je n'en distinguais pas, bien entendu, parfaitement les contours, mais en tout cas, une chose était certaine, ma vocation était née, je voulais devenir un soldat et je le suis devenu. Et toute ma vie ensuite s'est placée au service de la France. Alors, au service de la France, avec des figures tutélaires, voilà, Charles de Gaulle, l'empereur Napoléon... Élie de Noix de Saint-Marc, Marcel Bijard, bien entendu, tous ces grands soldats contemporains ou relevant des siècles passés qui m'ont inspiré. Charles de Foucault, bien entendu, j'ai retrouvé son esprit ensuite au Sahara occidental, dans cette mission des Nations Unies, j'y reviens aussi, à Zouérat, à Tinshot, à tous ces team sites auxquels j'ai appartenu. C'est toute une influence de ces anciens, glorieux, passionnés de notre pays que j'ai fait mien. Je me suis efforcé toujours de demeurer fidèle à ce qu'ils m'avaient enseigné, à leur esprit, à leur pensée, à ce dévouement et à cet engagement absolu pour la France. Je me suis toujours efforcé, au travers des hommes et femmes que j'ai servis, qui m'ont été confiés, d'être digne de leur exemple. Hervé Moreau, vous nous parlez de ces anciens personnages. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez qu'en France, on a encore des modèles plus contemporains ? Ah ben bien entendu, on a toujours des modèles contemporains, et notamment au travers de l'épreuve du feu. Notamment, on est revenu récemment sur l'attaque d'Uzbin en Afghanistan, où ces 10 hommes sont morts pour la France dans des conditions extrêmement dramatiques. Et ce sont des hommes qui ont tout donné pour être dignes de leur drapeau, dignes de leur pays, dignes de l'engagement et du serment qu'ils avaient prêté. C'est tout cela qui nous inspire aujourd'hui. À chaque fois qu'un soldat tombe pour la France, qu'il s'agisse d'un soldat mort au Mali, sur un théâtre d'opération extérieure, quel qu'il soit, eh bien, ce sont des vocations dont il est question, ce sont des idéaux que l'on porte de toute son âme, de tout son cœur. Et c'est également ce qu'on retrouve dans ce livre, L'honneur d'un capitaine. Nous partageons tous la même communauté de pensée, le même dévouement et engagement pour la France, pour notre pays. Et il est tellement nécessaire.
Il est tellement nécessaire, d'autant plus que, vous le dites à 2 ou 3 reprises, l'ennemi, en fait, est dans le pays. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous choisissez la gendarmerie nationale. C'est parce que, je vous cite, l'ennemi est sur notre sol. Le vrai combat se dispute à présent, pour l'essentiel, sur le territoire national. C'est là que ça se passe. Les années et les décennies qui suivront confirmeront cette intuition et ne feront que renforcer cette volonté. Verdun, c'était 1000 morts par jour. L'Algérie, c'était 10 morts par jour. L'Afghanistan, ce sera 10 morts par an. Et vous nous dites, en fait, et vous le redites, page 261, quand je considère l'espace d'un instant ce qu'il reste de notre nation, ce qui a été détruit par tant d'imposteurs, d'incapables et de traîtres parmi nos contemporains, je me surprends alors à penser, hélas, que le sang coulera à nouveau. On sent que c'est cet amour de la France dont vous parlez, c'est aussi la possibilité en fait de mourir pour elle, parce que c'est un véritable danger qui existe à cause d'une présence sur notre sol de gens qui n'aiment pas la France, eux. Incontestablement. Et je vous remercie d'y revenir, Richard. Bien sûr, moi, à Saint-Cyr, ma thèse de fin d'études, au titre du jury de diplôme, ça consistait à préciser tout ce qu'il en était du Front islamique du salut, des relations de l'Algérie avec la France, du péril islamiste. On a connu Khaled Kelkal au début des années 90. C'était le tout début. Moi, à Saint-Cyr, je me passionne pour mes cours d'arabe. J'apprends la langue arabe avec mes professeurs à Saint-Cyr. Je lis le Coran dans le texte. Je prends la mesure de tout ce qui fait la grandeur de la civilisation musulmane, mais aussi toutes ses dérives avec l'intégrisme islamique qui est déjà extrêmement présent à l'époque, il y a plus de 30 années maintenant. Ça, j'en ai une conscience extrêmement prégnante, déjà au sein du lycée militaire d'Aix-en-Provence, où j'ai préparé le concours d'accès à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. J'avais déjà amorcé, entre cours d'arabe et cours de russe, les cours d'arabe, bien que nous étions encore en pleine guerre froide à ce moment-là. J'avais pressenti que là se trouvait le danger, et ça ne m'a plus jamais quitté. J'ai continué de m'informer, de m'instruire, d'apprendre tout ce qu'il en était des spécificités de cet intégrisme islamique qui tissait sa toile. Il y a 40 ans, on aurait pu agir, mais malheureusement, ceux qui nous gouvernaient et nous dirigeaient à l'époque ont fait si peu, ont tellement été dans le déni de ces dangers mortels qui nous menaçaient. Et aujourd'hui, 40 ans plus tard, moi je suis désolé de constater que tout cela, hélas, m'a donné raison, parce qu'aujourd'hui, le péril islamiste est bien présent, ils ont maillé le territoire, les frères musulmans, je les ai beaucoup côtoyés, j'ai beaucoup échangé avec eux, ils ne s'en cachent pas. Nous avons le temps pour nous voulons imposer la République islamiste en France, mettre fin à vos libertés, à votre démocratie, et nous y parviendrons. Nous y parviendrons parce que nous avons le temps et la natalité pour nous. Et ils me disaient déjà cela il y a 30 ans, mais également en Égypte où je les ai côtoyés, au Maroc où je les ai côtoyés. Ces gens-là ne renoncent pas. Donc oui, c'est cette conscience très aiguë des choses qui m'a fait rejoindre la gendarmerie nationale. Parce qu'au début des années 2000, l'armée française, l'armée de terre en tout cas, dans laquelle je servais, se battait peu. Les possibilités d'opérations extérieures, et j'ai connu la Bosnie, j'ai connu le Kosovo bien entendu, vous y reviendrez peut-être, mais je pressentais que mon rôle était ailleurs, que ma position devait s'inscrire dans une armée qui se battait au quotidien, bien entendu, contre les atteintes aux biens et les atteintes aux personnes, mais également contre ce péril, qui ne cessait de mailler le territoire et de tisser sa toile, le plus dangereux de tous. Quand Richard de Sèze vous parle effectivement de ses ennemis qui sont déjà à l'intérieur du pays, vous rebondissez en nous parlant des islamistes, Hervé Moreau. Il y a aussi des Français d'origine française, tout à fait républicains, qui eux non plus n'aiment pas la France. J'imagine que c'est en faisant ce constat que vous avez choisi de vous engager en politique, vous aussi. Oui, c'est en faisant ce constat que je me suis engagé en politique. Vous avez tout à fait raison, Liselotte. Alors après, c'est quand même une part très infime de nos concitoyens qui ont la France en haine. Moi, je maintiens que l'immense majorité de la population est désireuse d'un pays fait d'ordre, d'autorité, de respect, d'harmonie. Et c'est ça qu'on désire leur apporter au sein de notre nation. C'est pour ça qu'on se bat. Moi, j'ai à faire valoir ma sincérité, ce qui a constitué la vie d'un soldat, la vie d'un militaire, pendant ces 30 années où j'ai servi la France au sein de ses armées, armée de terre et gendarmerie nationale. Moi, c'est ce qui me porte. Beaucoup me disent aujourd'hui on rejoint notre nation parce que l'on croit à ceux qui le composent, à ceux et celles qui le composent. On croit en son président, votre serviteur, moi-même, parce que vous avez donné des preuves de votre amour pour la France, parce que vous avez passé tellement d'obstacles, d'écueils, vous avez failli mourir à tant de reprises qu'on ne peut pas nier votre sincérité et votre passion pour notre pays. Mais moi je maintiens que l'immense majorité de notre population est désireuse et aimante
de la même manière de notre pays, mais ils sont confrontés avec une réalité qui est difficile, avec des conditions de survie qui sont difficiles. Je viens à titre personnel de passer 10 jours dans les vignes en Bourgogne à faire les vendanges, à côtoyer ces personnes qui tentent de survivre, qui sont confrontées à la précarité, qui n'y arrivent pas, et c'est pour eux que je me bats. Parce que la classe politique aujourd'hui qui nous gouverne ou qui nous représente n'est absolument pas en mesure de répondre à leurs aspirations. Et du coup, ils sont confrontés à une forme de résignation. Moi, je vois beaucoup de résignation autour de moi et j'ai créé notre nation et pour que l'on cesse avec ces formes de résignation, de déni, d'égoïsme et de lâcheté qui sont si tentantes pour tant de nos concitoyens. Et je leur dis, rejoignez-nous, rejoignez-moi, parce que tout sera toujours possible. Sur le chemin de l'honneur et de la vertu, on peut tout, à compter du moment où on fait preuve de courage et de volonté, à compter du moment que l'on porte ces idéaux, ces vertus qui ont toujours fait de tout temps la France, et notamment l'officier français. Alors, cet officier français, vous en avez une conception très haute. Voilà, c'est nourri évidemment par l'exemple de Charles de Gaulle, par Lyotet, enfin par toutes vos lectures. Oui. Et vous êtes d'un type à partir à l'assaut en gants blancs avec un casoar en 14-18. D'ailleurs, c'est ce que vous reproche quasiment un général de gendarmerie qui vous fait comprendre que on n'a pas besoin de gens exaltés, on a plutôt besoin de gentils toutous bien serviles, Oui. capables de claquer des talons devant le préfet et pas du tout de prendre à bras-le-corps les problèmes du pays et voilà, et surtout pas de vagues. En gros, et donc, au nom de ce surtout pas de vague, vous échouez une première fois, vous échouez une deuxième fois. En fait, on vous barre l'entrée de cette gendarmerie à laquelle vous désirez plus que tout appartenir. Oui, c'est exactement cela qu'il s'est passé. Et vous l'avez précisé, Richard. Oui, ce sont par mes lectures que j'ai embrassé la carrière militaire tout d'abord. Et puis ensuite, ce sont par mes actes, par l'attitude que j'ai reproduit jour après jour, pendant des années et des décennies, auprès des hommes qui m'étaient confiés. Je me suis toujours efforcé de les élever. Je me suis toujours efforcé de remplir les missions qui m'étaient confiées de la manière la plus parfaite possible. Parce que le métier de soldat est un métier difficile, qui demande beaucoup de courage, mais également beaucoup de panache. Parce qu'il demande que l'on aille là où les autres ne vont pas, que l'on fasse ce que les autres ne font pas et ne feront jamais. Une armée, ce sont des armées de sacrifice, de dévouement et d'engagement absolu, parce qu'il y a le sang, toujours en filigrane, que les circonstances le décident ou pas. Et moi, ce sont toutes ces situations que j'évoque dans l'honneur d'un capitaine, où j'ai été confronté à la mort, qui renforcent notamment cet idéal qui était, je l'ai dit tout à l'heure, extrêmement précoce pour ce qui a relevé de mon existence. Mais oui, j'ai envie de répondre à ce général de gendarmerie, et plus de 25 années sont passées depuis. Il avait tellement tort. Il ne s'agissait pas d'exaltation, il s'agissait simplement de courage, de volontarisme, et on en a tellement besoin en France. Alors oui, ce général était très révélateur de ce que la gendarmerie nationale voulait à l'époque, et qu'elle continue de vouloir. Le pas de vague, le carriérisme. Surtout ne heurtons pas les sensibilités, surtout ne dérangeons pas, surtout soyons serviles et soumis pour ne pas heurter le pouvoir politique, et qui pourtant est tellement méprisable sous bien des aspects. Moi, je dis et je maintiens que le peuple de France a besoin d'une autre gendarmerie nationale, que les hommes et femmes qui servent dans cette institution a besoin d'autres chefs. Alors la valeur est présente partout. La gendarmerie nationale compte en son sein des généraux extraordinaires, des officiers absolument remarquables, et j'en ai côtoyé. Mais pour une très grande majorité, oui, ils ne sont pas dignes de leur galon et de leur grade, bien sûr, de leur solde. Ils ne sont pas dignes de l'amour de leurs hommes parce qu'ils ne procèdent pas par exemplarité, parce qu'ils ne procèdent pas par courage et volontarisme, parce qu'ils vont si rarement sur le terrain pour beaucoup d'entre eux. Et c'est pourtant c'est de cela dont on a besoin. Un chef rayonne par son courage, par son exemplarité. Un chef rayonne par l'exemple qu'il montre, ça c'est fondamental. Et moi, c'est ce que je me suis toujours attaché à faire. Même si, et je le décris dans le livre, au regard et au titre de tous les commandements qui m'ont été confiés, vous avez quelquefois des hommes ou des femmes qui sont moins volontaires, moins désireux d'atteindre l'excellence. Et pourtant, vous vous y tenez, parce que derrière, il y a le combat toujours possible, il y a la mort toujours possible. Ce sont des métiers exposés, des métiers dangereux, et ils nécessitent qu'on les fasse du mieux possible. Et cela est le rôle d'un chef. Et je n'en dérogerai jamais. Cette mort, vous la côtoyez lorsque vous êtes envoyé au Kosovo. Notamment, oui. Voilà, et oui, enfin, vous la côtoyez à plusieurs reprises, mais Oui. et là, vous êtes envoyé en mission d'observation, Oui. dire ballon d'oxygène, parce que vous êtes coincé dans l'arme du matériel, évidemment, arme totalement nécessaire, mais pour quelqu'un qui a envie de se battre, bon, le matériel, c'est pas la chose la plus guerrière. Non. Et un de vos chefs, enfin, comprend qu'on peut vous utiliser plus intelligemment qu'il n'a été fait jusqu'à maintenant, et vous envoie au Kosovo. Et là, vous avez
l'épreuve du feu, puisque en pleine visite d'une ville, vous êtes mitraillé. Le colonel Jean-Paul Mauger, je tiens à le citer, ça a été le meilleur chef que j'ai jamais eu. Un homme absolument remarquable, d'une empathie, d'un humanisme absolument extraordinaire. Et je lui dois beaucoup, et je tiens à le citer, et je le salue. Je ne l'ai jamais retrouvé, je n'ai jamais pu identifier où il se trouvait. Donc oui, je suis envoyé sur une mission internationale au Kosovo, enfin, et je tiens à préciser qu'à Saint-Cyr, j'avais choisi de servir dans l'âme matérielle. Parce que bien que je n'avais aucune appétence pour la logistique, pour ces hommes, ces femmes qui soutiennent les autres armes, ça me semblait parfaitement nécessaire. Sans pièces d'artillerie, sans canon en état de marche, on ne peut aboutir à rien. Donc c'est également le contraste qui peut être associé à ma personnalité, Richard. Mais effectivement, au Kosovo, eh bien, vous vivez une mission internationale dans des conditions extrêmes. Vous êtes confronté à la guerre civile, vous êtes confronté aux choses les plus haïssables. Et un soldat est un militariste, mais il n'est pas un belliciste. Moi, j'ai la paix chevillée au corps. Parce que quand vous avez été confronté aux pires horreurs, à des faits bien sûr, d'homicide, de masse, à des charniers, et je l'évoque aussi dans le livre, à toutes les injustices et à toute l'ignominie dont peut être capable l'âme humaine, eh bien, vous ne devenez qu'un homme désireux de la paix, absolument et totalement, même si vous êtes toujours prêt à vous battre et à sacrifier votre vie. Donc oui, vous êtes confronté à ce qu'attend, bien entendu, un soldat, un officier de l'armée française, confronté à l'épreuve du feu lorsqu'elle advient, lorsque les circonstances sont celles-ci, et j'ai envie de vous dire, vous y êtes préparé toute votre vie. Et là, c'est le moment de vérité, c'est une rencontre avec vous-même. Donc j'espère que je la raconte assez bien dans le livre. Et au regard des premiers retours de mes lecteurs, il semble que ce soit le cas, parce que ce sont beaucoup d'émotions, beaucoup de frayeur. Ils se mettent à ma place, ils le vivent. Et donc lorsque les rafales de Kalachnikov s'enchaînent et les observateurs ne sont pas armés, eh bien, le premier réflexe consiste à fuir naturellement. Et puis, mon interprète... À se mettre à l'abri, en tout cas. À se mettre à l'abri en attendant. Mais se mettre à l'abri, c'est fuir, puisque nous ne disposons pas d'armement à ce moment-là. Vous ne pouvez pas répliquer. Vous faites partie d'une mission internationale de paix. Et mon interprète perd ses moyens, bien entendu, totalement paralysé par la peur. Et il vous appartient de faire ce que ferait n'importe quel soldat français. Eh bien, vous allez la chercher. Vous allez la chercher et vous, de toute votre énergie, de toute votre âme, vous espérez que vous allez vous en sortir. Et si vous devez mourir, eh bien tant pis. Ça, c'est l'honneur de l'officier français. C'est l'honneur du soldat français que de sacrifier sa vie pour une autre qu'il connaît à peine. Parce que les circonstances l'exigent. Parce que tout ce qui a concouru à votre formation, à faire celui que vous êtes, trouve ici sa quintessence. C'est une rencontre avec vous-même. Et lorsque vous vous en sortez, et je m'en suis sorti, sinon je ne serais pas dans votre studio, en dépit de ces rafales qui m'ont frôlé, eh bien vous vous dites, j'ai fait de mon mieux, j'ai été digne de ces anciens qui m'ont montré la voie, qui m'ont permis, qui m'ont incité à faire ce métier des armes, à nul autre pareil. Et c'est ce courage aujourd'hui que l'on retrouve aussi, bien entendu, dans toutes les sphères de notre société, dans toutes les sphères de notre pays. C'est ce courage, ce panache, cette volonté de dépasser tous les écueils. C'est ce qui m'anime aujourd'hui et nombre de ceux qui nous écoutent. Ça vous anime et de temps en temps vous essayez d'insuffler ça à vos hommes. Oui. Et c'est un moment qui m'a fait rire parce que voilà, ce livre est un livre de foi, un livre d'engagement, un livre un peu exalté. Voilà, on a envie de vibrer avec vous. Mais de temps en temps, on sent que tous les gendarmes sont pas vraiment au diapason. Et là, vous êtes vous êtes en Corse, si je ne m'abuse. Votre escadron va peut-être partir pour Tahiti. Tous les tirs au flanc sont absolument ravis de partir pour Tahiti pour se la couler douce, mais ils n'ont pas forcément envie de continuer à s'entraîner avec vous parce que vraiment vous les faites marner, mais comme des lapins qui brusquement sont obligés de quitter leur garenne et de courir comme des perdus devant les chiens, et ils n'ont pas l'habitude. Et je vous cite, vous êtes lent, vous êtes même parfois dépassé, les automatismes ne sont pas maîtrisés, les gradés, vous êtes amorphes et vous ne commandez pas, vous êtes en dessous de tout, les gendarmes ne vous respectent pas, vous leur passez une avoinée mais terrible. Là, dans cette séquence-là, nous sommes au centre d'entraînement des forces de gendarmerie au SNEC. Au CNEVJ, à Saint-Astier. C'est la Mecque du maintien de l'ordre. Il s'agit de maintien de l'ordre et de rétablissement de l'ordre. Nous sommes 15 jours dans ce centre de formation et c'est l'épreuve opérationnelle de l'escadron majeur. C'est cette épreuve opérationnelle qui va décider si l'escadron est apte à partir en opération ou pas. Et cet escadron n'avait pas été commandé avant moi.
au regard de la culture du pas de vague absolument détestable et haïssable, parce qu'on laisse faire, parce qu'on permet, parce qu'on est dans un laxisme et une permissivité qui est à mon sens inacceptable. Donc oui, je leur dis leurs 4 vérités, parce qu'on a été mauvais sur ce premier jour d'engagement. On a sauvé l'essentiel, mais on a été dépassé sur nos arrières, j'en ai une mémoire absolument parfaite. Et à 2 escadrons contre 3 ou à 1 escadron contre 4, il faut faire preuve d'une martialité absolue, d'une militarité, d'une discipline parfaite, maîtriser l'ensemble des cadres d'ordre et des modèles d'exécution qui permettent à un escadron de remplir la mission qui lui a été confiée. Donc c'est ça, ce jour-là, auquel on est confronté. Et moi, je décide de faire tapis. Je dis leurs 4 vérités à mes gradés, qui ont dormi pendant tant d'années, qui n'ont jamais commandé, qui ont fait du copinage avec les gendarmes mobiles qui étaient sous mes ordres. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Parce que dans les moments les plus difficiles, ça ne répondra pas, ça n'obéira pas, ça fuira. Et lorsque l'on sera confronté, et on l'a été en Côte d'Ivoire, à des situations extrêmement dangereuses, ce sont les automatismes acquis sur les phases d'entraînement qui vous sauvent la vie, qui me permet d'épargner le sang de mes hommes. Moi, c'est ça que j'ai en tête. Lorsque nous allons à Tahiti, la situation, effectivement, sera totalement normalisée et calme. Nous n'aurons rien à y faire pendant 3 mois. Mais dans une dimension insulaire, tout peut très rapidement dégénérer, et on l'a vu en bien d'autres reprises. Moi, c'est à ça que je me prépare. Le chef, le commandant d'escadron, le capitaine doit être un visionnaire, celui qui voit plus loin, celui qui voit à long terme. Ça, c'est le propre du soldat. Mon rôle de commandant d'escadron était d'imposer la recherche de l'excellence par rapport à l'amour du confort. Moi, c'est ce qui m'a été enseigné à Saint-Cyr, c'est ce que j'avais exercé au sein de l'armée de terre, et c'est ce que j'avais reproduit au sein de la gendarmerie nationale, parce que c'est tellement générateur d'efficacité et de bien-être aussi pour les hommes. Moi, je suis soucieux du confort de mes hommes, je suis soucieux de leur bien-être, c'est absolument fondamental. Et tous les chefs, quels qu'ils soient, devraient se soucier d'avoir des hommes et femmes heureux de servir, d'être dans un environnement où on peut dire les choses. Mais par contre, la discipline et le professionnalisme ne sont pas négociables, bien sûr, parce qu'ils seront absolument nécessaires le jour où nous serons confrontés à des situations dangereuses et difficiles. Donc je ne leur passe rien, alors que des générations d'officiers avant moi, et je le regrette, ont été d'un laxisme et d'une permissivité inacceptables. Mais ce faisant, on suscite quelquefois la mort. Parce que les automatismes n'ont pas été acquis, parce que les vérités n'ont pas été dites, lorsqu'on est confronté à des situations dangereuses, eh bien c'est là que les hommes tombent, que les hommes sont blessés et peuvent mourir. Donc ça m'a accompagné dans tous mes commandements. Mon capitaine, en vous entendant, on ne peut pas s'empêcher de penser que cette vie militaire que vous décrivez, ces qualités du chef Oui. que vous incarnez, c'est comme une vaste métaphore de la vie politique. C'est parce que des hommes politiques, des chefs, n'ont pas gouverné la France, n'ont pas été soucieux du bien-être des Français, que des Français meurent. C'est parce qu'il n'y a pas cette culture de l'excellence et de l'amour de la patrie qu'en fait la France en est là où elle est. C'est exactement cela, Richard, absolument. La France en est là parce que, alors je ne suis pas en train de dire qu'il nous faut absolument un soldat à la tête du pays. Charles de Gaulle a été le plus grand qui soit, le créateur de la Ve République. Plus personne jamais ne l'a égalé. Le grand Marcel Bijard, secrétaire d'État à la Défense du président Giscard d'Estaing, bien entendu, qui a été le dernier soldat à faire partir d'un gouvernement. Les soldats savent ce qu'il en est de l'engagement, du dévouement, du désintéressement pour la France, pour leur peuple. Et toute la classe politique devrait être animée des mêmes fondamentaux, des mêmes exigences, des mêmes idéaux, et elle en est hélas extrêmement loin. Moi, au sein de la classe politique française, j'y ai été confronté depuis 3 ans. Je n'ai vu qu'intérêt personnel, je n'ai vu que recherche des ors du pouvoir, je n'ai vu qu'hypocrisie. Il y a de la valeur partout, là encore, mais tellement de bassesse, tellement de servilité, tellement de renvoi d'ascenseur, tellement de copinage dans cette classe politique, pendant que nos concitoyens ont tellement de difficultés à survivre. Mais ce sont des gens hors sol. Mais j'ai envie de vous dire, Richard, qu'ont-ils vécu? Quelles preuves ont-ils donné de leur amour de la France? Ce sont des arrivistes, des opportunistes pour la plupart d'entre eux. Vous avez les despotes à tous les étages qui dézinguent ceux qui leur sont supérieurs et qui s'efforcent d'éliminer ceux qui seraient susceptibles de leur faire de l'ombre. Ce n'est pas ça dont la France a besoin. Nous, en notre nation, nous faisons et nous avons décidé de l'exact contraire. Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec les autres partis de droite. J'ai vu ce qu'il en était de leur pratique, de leur idéologie, de leur affairisme. Je veux autre chose pour notre nation et notre ADN, nous, est fait de vertu, est fait de droiture. Toutes ces valeurs qui ont été celles des forces armées, qui ont été celles du soldat que j'ai été, je les ai reproduites en politique. Je m'efforce de rendre son vrai sens à la politique, avec notre nouveau parti politique, notre nation. Et c'est ça que viennent chercher ceux qui nous rejoignent. Et c'est tellement important et c'est tellement nécessaire. Alors, notre nation, vous l'avez créée il n'y a même pas 1 an. Oui, 7 mois.
Et déjà un millier d'adhérents. Oui, 3000 sympathisants, 30 référents départementaux surtout, ces hommes et femmes remarquables qui nous ont rejoints, qui ont été sensibles à mon message, qui ont été sensibles à ce que je porte, au programme de notre nation, qui est un programme exigeant, qui porte la valeur travail, l'entrepreneuriat, qui refuse l'assistanat, qui, à tout niveau, pose l'exigence et les conditions de la refondation de la France. C'est ça dont on parle, parce que les périls sont multiples, l'hyperviolence bien entendu, l'intégrisme islamique, les risques de guerre civile qui sont toujours plus prégnants et pressants. Moi, j'ai un amour tellement passionnel de mon pays et de mon peuple que je veux, en politique, reproduire ce qui a si bien fonctionné au sein des forces armées, en dépit des écueils et des coups qu'il m'a été donné de prendre. Tout cela m'a préparé d'une certaine manière à ce que je vis aujourd'hui. Le monde politique, c'est ce qu'il y a de pire, un monde de requins, alors qu'on devrait y trouver l'idéal, la vertu, l'honneur. Rien de tout ça. Eh bien, s'il y a un parti qui le porte, eh bien, ce sera le mien, avec tous ceux qui m'ont rejoint et tous ceux qui me rejoignent tous les jours. Parce qu'ils croient en ma sincérité, en notre sincérité, ils croient en ce que l'on porte, ils ont étudié notre programme. Oui, c'est un programme exigeant, mais il sera susceptible de permettre le redressement et la refondation de notre pays. Alors ça prendra du temps, bien entendu, ça prendra certainement des années, mais je suis, avec notre nation, c'est le seul parti présidé par un soldat, votre serviteur, et les personnes qui nous rejoignent sont extrêmement sensibles. Parce que là encore, ils me le disent, vous avez donné des preuves, vous au moins. Vous avez travaillé, vous avez été ouvrier pendant des années pour vivre ce que les autres vivaient. Merci beaucoup, mon capitaine. Nous restons avec vous, mais nous écoutons d'abord Jonathan Sturel, qui après pourra reprendre cette passionnante discussion. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Jonathan Sturel. Bonjour, on s'entend bien, je crois. Ben oui, on s'entend très bien. Enfin, en tout cas, je vous entends bien et j'espère qu'on va bien s'entendre. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? De quelque chose dont on parle déjà énormément depuis quelques jours, mais l'art de la politique, c'est aussi l'art de la répétition. Donc, je vais à nouveau parler de Nicolas Sarkozy, si vous me permettez, bien sûr. On vient de parler de chefs sont... exemplaires, donc ça me paraît tout à fait bienvenu. Alors, c'est un petit peu dans le sujet, finalement. Moi, je voudrais effectivement parler de Nicolas Sarkozy, alors pas du procès en lui-même, qui est un sujet extrêmement technique sur lequel des juristes s'exprimeront beaucoup mieux que moi. Ce que je veux faire, au contraire, c'est réagir au fait qu'une certaine droite, que certaines fractions de nos milieux au sens très large, qui sont emmenées généralement par une chaîne de télévision principalement, qui a la prétention d'être le vaisseau amiral de la droite, et que beaucoup prennent effectivement pour le vaisseau amiral de la droite, et qui se lance depuis quelques jours, depuis l'annonce de la condamnation de Nicolas Sarkozy, et depuis même beaucoup plus longtemps, depuis que Nicolas Sarkozy a des problèmes en justice, se lance dans une opération de réhabilitation permanente de Nicolas Sarkozy. Il y a sur cette chaîne un ancien commentateur de football devenu Monsieur Je sais tout, qui veut absolument nous faire penser, nous faire dire que Nicolas Sarkozy est une victime dans cette histoire. Alors moi, je voudrais simplement rappeler, à l'image de ce que font un certain nombre de nos amis sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, rappeler quelques faits de ce qu'a été Nicolas Sarkozy, politiquement parlant, de ce qu'a été la présidence Nicolas Sarkozy, de ce qu'elle a impliqué comme conséquence jusqu'à aujourd'hui, et montrer à quel point Nicolas Sarkozy et le sarkozysme en règle générale ont été des ennemis frontaux et irréductibles de la France. Pour ceci, je vais prendre deux exemples, deux citations, enfin pas des citations, deux exemples, deux anecdotes, pardon. La première, c'est quelque chose qui va nous renvoyer, c'est pour vous montrer qui était véritablement Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire qu'il était exactement l'inverse de ce que les médias de gauche veulent nous faire croire. Il n'était pas du tout le proto-fasciste, etc., que l'on veut nous faire croire. Il était au contraire l'un de nos ennemis les plus résolus et les plus irréductibles. Et j'en veux pour preuve un discours qu'il a prononcé donc, le 17 décembre 2008 à Palaiseau, devant l'école polytechnique. Un extrait, un tout petit passage de ce discours avait été isolé et avait beaucoup tourné sur YouTube, etc. C'était le fameux passage où il parle de la nécessité de relever le défi du métissage. Alors beaucoup ont relayé ce passage sans être allés jusqu'à vérifier quel était le contexte dans lequel il a prononcé ces mots, donc je suis allé le faire. Et c'est effectivement un discours qui est toujours dans la version, le verbatim est toujours disponible sur Internet, sur un site officiel, service public. Et vous allez voir qu'en fait, ce petit passage sur la nécessité pour la France de relever le défi du métissage, c'est vraiment un morceau simplement de ce discours, et que tout le discours en réalité est complètement lunaire. J'en veux pour preuve le fait qu'il commence son discours par dire que la France ne serait pas la France sans la passion de la République. Donc merci pour cet aveu, merci de nous rappeler que la France et la République sont deux entités différentes, et merci de nous rappeler que la République est venue se greffer sur la France. Ensuite, ce qu'il fait dans son discours, je ne vais pas le lire, effectivement, il fait plusieurs pages, mais il fait ce que beaucoup d'autres ont fait avant lui,
avec lui et après lui, qui consiste à dire que la France, en fait, n'est jamais qu'une idée. C'est la première pierre d'un édifice intellectuel et politique qui consiste à nous nier, nous les Français, comme entité organique et comme peuple finalement. Et cela aboutit à dire qu'en fait, finalement, la France, c'est simplement un conglomérat d'individus qui ne sont reliés que par un idéal, que par une idée commune. Alors, ce sont les valeurs de la République, etc. Mais on vous nie dans votre identité. Et le projet globaliste, le projet cosmopolite, emmené par Nicolas Sarkozy notamment, a besoin de faire croire aux Français qu'ils n'existent pas en tant que Français et qu'ils ne sont qu'un conglomérat d'individus qui pensent la même chose. Donc, c'est la négation de l'identité des Français nécessaire à leur dissolution. Et dans ce discours, il dit effectivement que la République ne va pas assez loin dans la promotion du vivre ensemble et de ce qu'il appelle la mixité. On ne parle pas tellement de vivre ensemble à l'époque, on utilise beaucoup le mot mixité. Il faut savoir que Nicolas Sarkozy, à cette époque, avait même l'intention, c'est pour vous dire à quel point il avait vraiment l'ambition de métisser la France, c'était littéralement son projet, de faire modifier le préambule de la Constitution pour intégrer le fait que la République se donnait pour mission absolue de promouvoir, d'une part, l'égalité des sexes hommes-femmes, mais aussi la mixité, la fameuse mixité, le fameux brassage dont il rêvait. Et il avait confié à une commission qui avait été présidée par Simone Veil à l'époque, de réfléchir à la tournure que pourrait prendre ce nouveau préambule. Et finalement, cette commission avait rendu des travaux qui disaient qu'il n'était pas nécessaire de modifier la Constitution pour lui faire intégrer l'idée de mixité, mais le projet de Nicolas Sarkozy, c'était non seulement de métisser la France, mais c'était d'inscrire ce métissage dans le cœur de sa Constitution. C'est pour vous dire un petit peu de qui on parle. Dans ce discours qui est absolument lunaire, il dit que la République va devoir mettre les bouchées doubles pour promouvoir la mixité. Et il propose que, par exemple, le financement public des partis soit indexé aux efforts que ces partis vont faire pour intégrer de la mixité dans leur cadre et dans leur rang. Il propose que les contrats, les marchés publics ne soient attribués qu'à des sociétés qui respectent un certain nombre de quotas de mixité. Et il va jusqu'à pardon, et il va jusqu'à affirmer ce propos qui a beaucoup tourné, et cetera, que si les gens d'eux-mêmes, si les chefs de parti, si les chefs d'entreprise, si le haut fonctionnariat, si l'administration ne joue pas d'eux-mêmes le jeu de métisser la France, eh bien, il faudra que la République en passe par des méthodes plus contraignantes. Petit détail amusant, dans le verbatim officiel de cette allocution du 17 décembre 2008, cette partie du discours de Nicolas Sarkozy où il menace de méthodes beaucoup plus contraignantes a été supprimée. Mon opinion et mon avis est que ce passage n'existait pas dans le texte original, mais Sarkozy, au moment de le prononcer, a pris des libertés et une partie de son tempérament autoritaire a pris le dessus et il a menacé les gens de méthodes contraignantes si d'eux-mêmes, ils ne faisaient pas les efforts nécessaires pour métisser la France. J'insiste sur le fait de métisser la France, même si dans son discours, il dit qu'on ne va pas pouvoir mettre en place une politique de mixité qui soit basée sur des critères ethniques ou confessionnels. Vous savez, nous ne sommes qu'en 2008, ces choses-là sont encore un petit peu sensibles. Alors il dit, l'axe sur lequel nous allons travailler, c'est l'axe social. Donc on va aller chercher des pauvres et on va les emmener dans les grandes écoles. C'est ce qu'il veut nous faire croire. Et pourtant, quelques phrases plus loin, il a cette autre phrase complètement surréaliste où il dit: «Le métissage n'a jamais tué aucune société ni aucune civilisation, c'est la consanguinité qui l'a fait». Donc en fait, il prétend que tout ça n'est que social, qu'il n'y a rien d'ethnique, qu'il n'y a rien de racial ni de confessionnel, mais en même temps, il dit que la consanguinité, c'est pas bien et ça va tuer la France si on en reste là. Donc il faut, par l'apport de nouvelles populations immigrées que l'on va intégrer dans toutes les couches de la société et de l'administration, régénérer ce peuple. Donc c'est un discours qui est en fait complètement eugéniste et complètement, en fait, qui est littéralement raciste au sens où on l'entendait déjà à l'époque et au sens où on l'entend toujours. Donc voilà qui était Nicolas Sarkozy, voilà le fameux homme de droite, voilà le turbo droitard que une certaine chaîne de télévision veut nous vendre comme étant l'homme que la gauche veut faire tomber parce qu'il était de droite et qu'il s'assumait comme de droite. Non, un homme qui avait voulu inscrire dans la Constitution de la France son projet, son fantasme, son délire de métisser littéralement la France pour en finir avec sa consanguinité. J'appelle pas véritablement ça un homme de droite, j'appelle ça un adversaire convaincu de la France, non seulement de la France dans sa forme institutionnelle, mais y compris dans sa forme populaire. Dans cet autre discours, c'est pour vous dire à quel point Nicolas Sarkozy était un homme de droite. Il fait les louanges d'un certain Richard Descoings, que l'on connaît bien. C'est l'homme toxicomane, qui a transformé Sciences Po durant son mandat en espèce d'asile proto-woke. Voilà le genre de personnalité dont Nicolas Sarkozy voulait s'inspirer. Et ce que Richard Descoings a fait à Sciences Po, c'est-à-dire de le transformer en ce qu'elle est devenue, cette école, il voulait l'appliquer à toute la France. Voilà le modèle de Nicolas Sarkozy, l'homme de droite, c'était de reproduire les méthodes de Richard Descoings appliquées à Sciences Po pour les appliquer à la France. Enfin, est-ce que quelqu'un de droite a envie de faire ça? Je ne crois pas. Autre chose,
légalement parlant, il n'était pas possible de faire du comptage ethnique sur les crimes et délits et sur la présence des populations immigrées dans les institutions, etc. Sarkozy le déplore dans son discours. Il dit, mais il va quand même falloir compter le nombre, en gros, pour vous le faire schématiquement, il va quand même falloir compter le nombre d'Arabes et de Noirs qu'on a dans nos institutions et dans nos administrations pour vérifier nos progrès en la matière. Donc il y avait bien une dimension totalement assumée sur les critères ethniques, sur les critères raciaux et sur les critères confessionnels. Et évidemment que c'était assumé. Nicolas Sarkozy, c'est l'homme qui s'est fait élire en 2007 en pompant les voix sur sa droite pour ensuite appliquer une politique de gauche. Est-ce qu'il faut rappeler que c'est à lui qu'on doit d'avoir créé des personnages politiques comme Rachida Dati, Ramayad. On se souvient beaucoup moins aujourd'hui, on l'a un peu oublié, d'Azouz Begag. On se souvient un peu moins de Nora Berra. C'était l'obsession de Nicolas Sarkozy de mettre en avant des figures de la mixité, de la diversité issues du Maghreb et de l'Afrique. Donc voilà la réalité de Nicolas Sarkozy. C'est son droit, c'est son projet politique, il a le droit, etc. Mais que des gens qui sont de droite aujourd'hui ou qui prétendent l'être ne viennent pas nous dire, maintenant que Nicolas Sarkozy est condamné, que c'est la gauche qui s'en prend à un homme de droite parce qu'il avait assumé d'être de droite et qu'il avait assumé une politique de droite. Nicolas Sarkozy n'était pas un homme de droite, ou alors éventuellement au sens libéral économique du terme, mais c'est vraiment pas le sens qui nous intéresse aujourd'hui. Il était un adversaire fanatisé de la France et des Français. Et je vais même jusqu'à dire qu'il l'était encore plus que la gauche. Parce que les idées de mixité, les idées de... Voilà, tout ça, c'était des rêves un petit peu doux, c'était un peu rêveur, c'était un peu romantique, et même la gauche n'avait pas l'impression que c'était vraiment possible d'en faire des caisses comme ça. Nicolas Sarkozy, l'homme de droite, prétendument, c'est celui qui va vouloir rendre tout cela beaucoup plus concret par des décisions politiques jusqu'à, je le disais, modifier la Constitution en elle-même. Donc voilà quelle était la réalité de Nicolas Sarkozy, et voilà pourquoi il ne faut pas laisser une certaine chaîne de télévision et un certain nombre de ses animateurs nous faire croire qu'il faut sauver le soldat Sarkozy sous prétexte qu'il serait pris en chasse par des juges rouges. Oui, il y a des juges rouges en France, et oui, peut-être que la décision de justice qui s'est abattue sur lui a une dimension politique, a une dimension idéologique. Il n'empêche que le combat n'est pas Nicolas Sarkozy contre les juges rouges. Le combat qui doit nous intéresser, nous, en tant que patriotes et en tant qu'enracinés, c'est les amis de la France contre les ennemis de la France. Merci Et beaucoup, parmi Jonathan les ennemis de Turel. la France, C'est exactement ça dont on va pouvoir continuer à parler avec Hervé Moreau et avec vous. Quels sont les ennemis de la France ? Je rappelle que nous recevons aujourd'hui Hervé Moreau pour son nouveau livre « L'honneur d'un capitaine, une vie au service de la France » aux éditions Magnus. Et tout ce que nous avions dit avant, mon capitaine, et tout ce que vous avez dit, Jonathan, concourt en fait à ce même constat que la France est attaquée d'une part par un ennemi intérieur qu'on a laissé s'installer et d'autre part par ses élites. Merci Jonathan Turel pour le rappel de ce discours lunaire, comme vous le dites, où on a l'impression que en fait, Mélenchon et sa créolisation sont précédés par Nicolas Sarkozy et qu'en fait les racines intellectuelles de Mélenchon plongent dans le sarkozysme. D'ailleurs, je suis sûr qu'il en sera ravi. Mon capitaine, qu'est-ce que vous pensez de ce discours de Nicolas Sarkozy ? Je remercie Jonathan de nous l'avoir rappelé. Effectivement, c'est extrêmement pertinent. Merci à lui. Et c'est édifiant. Il y a beaucoup de points de similitude entre le président Sarkozy et le président Macron. Et ils ont tellement mal servi la France. Et ils ont fait, j'ai envie de l'affirmer, tellement de mal, au fond. Ce que les Français attendent, c'est de l'efficacité, ce sont des résultats. Moi, je suis un ancien soldat, je suis encore un soldat d'âme et de cœur, totalement dévoué à notre nation, je n'y reviens pas. Mais ce qu'on attend d'un politique, ce sont des actes, ce sont des résultats, qu'ils répondent, là encore, aux attentes des plus vulnérables, des plus précaires. Et Dieu sait que la pauvreté continue de se développer dans notre pays. On sait ce qu'il en est de l'impuissance dans l'État sur ses anciennes fonctions régaliennes, cette désespérance que l'on identifie partout. Et Nicolas Sarkozy, comme tant d'autres, hélas, qui l'ont suivi, ou précédé, a été une forme de fossoyeur. Mais j'ai envie de vous dire, la vertu et l'honnêteté, l'intégrité absolue que l'on porte aujourd'hui à notre nation, mon parti politique, celui dont j'ai l'honneur d'être le président, c'est si difficile d'être honnête. C'est si difficile de porter l'intégrité pour cette classe politique qui très régulièrement se fait rattraper par la patrouille, pris la main dans le pot de confiture. Mais qu'il s'agisse de Madame Le Pen, de Monsieur Odoul, de tous les autres, nous verrons cela lors de leur procédure d'appel, s'ils sont relaxés ou s'ils deviennent des repris de justice avec un casier judiciaire. Monsieur Racline aujourd'hui, qui je crois va comparaître devant le tribunal correctionnel. Monsieur Sarkozy, donc condamnation pas encore définitive à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs. Mais j'ai envie de vous dire, le plus simple et le plus souhaitable, c'est de ne pas prêter le flanc à ce qui est illégal.
Moi, je suis un expert en droit pénal. J'ai fait appliquer la justice pendant les 15 années que j'ai passées au sein de la gendarmerie nationale. Je me suis attaché à faire respecter la loi, en dépit des coups, en dépit des insultes, en dépit des risques que ces centaines de milliers d'hommes absolument et femmes admirables, policiers et gendarmes, exercent sur le terrain. C'est si difficile de montrer l'exemple, là encore. C'est si difficile d'être vertueux. Apparemment, oui. Puisqu'effectivement, les juges l'ont relaxé pour les 3 autres motifs d'incrimination, mais pas pour cette association de malfaiteurs sur ce financement libyen de 2007. Alors après, il est facile de jouer les parangons de vertu, de jouer les fiers effarouchés, mais les faits sont là, de la part de celui qui était censé incarner au sommet de l'État la probité absolue. Et il y a eu d'autres faits de justice, bien entendu, d'autres condamnations qui ont permis d'affirmer la faillite de tout ou partie de cette classe politique. Et c'est ça que les Français demandent aujourd'hui, de l'exemplarité et du courage. Eux qui aujourd'hui, chaque jour que Dieu fait, tentent de survivre dans des conditions précaires. J'ai été l'un d'eux pendant 2 années à travailler au SMIC à 9,40 € de l'heure. Je sais ce qu'il en est de leurs difficultés. Mais pour connaître le peuple et savoir ce qu'est le peuple, il faut vivre ce qu'il vit. Richard, Jonathan, et vous le savez. Il faut savoir ce qu'ils vivent. Il faut exercer ces métiers si difficiles par toutes les conditions. Combien ont été ouvriers parmi eux? Combien ont émargé au SMIC? Que savent-ils de la dureté de la vie, de la difficulté qu'il y a à mettre du kérosène dans la bagnole le matin, à se lever tôt pour aller bosser? L'immense majorité de nos concitoyens respectent la loi, sont admirables de courage et de dignité, mais combien le sont parmi nos représentants? Et ça, on ne le supporte plus. Ils s'étonnent que cette classe politique, nous représentant l'Assemblée nationale et tant d'autres, soit si méprisée par tant de nos concitoyens, mais qu'ils agissent différemment, qu'ils se rendent compte de ce que c'est que le peuple de France, qu'ils vivent leur vie, qu'ils quittent leur tour d'ivoire, les Sarkozy, les Le Pen et tant d'autres. Et pareil pour ce qui relève de la logique de gauche, qu'est-ce que M. Mélenchon connaît du peuple? Il n'en connaît rien. À combien émarge-t-il? De quoi a été faite sa vie? A-t-il seulement déjà travaillé dans son existence? Moi, je vous pose la question. Et lui est millionnaire, pas vous. Et lui est millionnaire. Non, je ne suis pas millionnaire, je ne le serai jamais, et ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis venu sur Terre pour servir mon pays, pour servir mon peuple du mieux que je le peux. Je ne suis pas venu pour accumuler du fric, de l'argent, ça ne m'intéresse pas. Et encore moins les honneurs, et la gloire, et le pouvoir. Moi, je veux rendre le pouvoir au peuple. Je veux faire en sorte de le servir du mieux qu'il est possible. Et j'ai envie de vous dire, les 30 années que j'ai passées au sein des forces armées n'ont servi, au final, tous les coups, tous les obstacles auxquels j'ai été confronté, n'ont servi qu'à me donner la certitude que ce peuple de France, on peut plus et mieux le servir encore. Et c'est ce que j'essaie de faire avec notre nation, mon parti politique. C'est extrêmement difficile. On a besoin d'adhérents, on a besoin de donateurs. Aujourd'hui, la classe politique est tellement méprisée que nombre de ceux qui pourraient nous rejoindre hésitent. Mais j'ai envie de vous dire, la politique, c'est un temps long. Ils se rendent déjà compte de ces vertus, de ces valeurs que l'on porte, de toutes nos forces, de ce que je m'efforce, moi, de représenter. Et ils finiront par se dire, c'est peut-être eux la solution. Parce que, enfin, des gens qui font de la politique pour rendre véritablement son sens à cette dimension, au service du peuple. Et nous, c'est ce que nous avons chevillé au corps et à l'âme, et on n'en dérogera jamais. Donc oui, moi j'ai renoncé à avoir une activité salariée parce que je donne tout mon temps à mon parti politique, ça accapare tout mon temps. J'avais gagné en 2024 en qualité d'ouvrier et avec toutes les heures supplémentaires que j'avais fait, un peu moins de 20 000 € par an. Eh bien, j'ai renoncé à cette somme. C'est ma contribution à l'effort que perpétue notre nation. Et je suis très heureux de le faire. Moi, je bénéficie de ma retraite d'ancien officier des forces armées. Elle est de 2 400 € net par mois. Et c'est bien assez pour vivre. Et là encore, jamais, à la différence de ce qui s'est fait dans les autres partis politiques, jamais mon parti politique ne me rémunérera. Jamais. 0 €. 0. Tous les moyens, et nous avons très peu, servent au développement de notre parti. J'espère que nous allons continuer de grandir, de devenir forts, de constituer une alternative politique qu'attendent notre peuple.
Et le jour où nous aurons plus de moyens, le jour où nous aurons, je l'espère, des élus pour agir, pour influer sur les cours des choses, que nous bénéficierons de subventions publiques, de financements publics, alors tous les moyens seront consacrés à développer ces structures, à développer ce parti pour servir notre peuple. C'est tout ce qui nous motive. Jamais je ne recevrai quoi que ce soit. Moi, je suis venu sur Terre pour servir, pas pour autre chose. Et si j'ai si souvent échappé à la mort, et je l'évoque tellement dans l'honneur d'un capitaine, eh ben je me dis que ça doit avoir un sens. Et le sens, c'est peut-être celui-là. Mais bien entendu, je ne suis sûr de rien. Jonathan Sturel, une question pour le capitaine Hervé Moreau. Ouais, une question, une petite remarque, une question. J'abonde dans le sens de ce qui vient d'être dit sur le fait que si la classe politique pouvait être un petit peu plus nourrie de gens qui ont véritablement connu la vie, la véritable existence, le fait de se lever, d'aller travailler de ses mains et de ne pas simplement vivre d'argent public depuis de toute sa vie, en fait, c'est un petit peu le combat que nous devrions mener, c'est mettre du réel dans ce monde politique qui, du fait qu'il est trop loin du réel, devient un petit peu de plus en plus éthéré et les gens n'ont plus aucune prise avec le monde réel. Donc je suis assez d'accord avec ça. Et je vois d'un assez bon œil le fait que des militaires s'intéressent à la politique parce que, bon, alors moi, je ne suis pas militaire moi-même, je ne l'ai jamais été, mais je viens d'une famille militaire. Donc je sais que l'armée, c'est typiquement l'endroit où l'on enseigne et où l'on s'élève dans un certain nombre de forces et de vertus qui sont la droiture, l'intégrité, etc. Donc que des gens qui viennent de ce milieu-ci et qui sont porteurs de ces valeurs et de ces forces et de ces énergies puissent intégrer un milieu plein de vices comme celui de la politique, je vois ça d'un très bon œil. Donc tant mieux si le capitaine Moreau s'intéresse à la politique. Petite remarque que je pourrais lui faire, est-ce que plutôt que de créer un énième parti, une énième structure dans un panorama politique où il en existe déjà tant, était la meilleure solution ou est-ce qu'il ne fallait pas que le personnage que vous êtes, que vous incarnez, ce militaire ou cet ancien militaire plein de droiture et d'intégrité, n'aurait pas eu pris une bonne décision en intégrant une structure déjà existante pour venir mettre beaucoup de sa vertu dans ce monde plein de vices, c'est-à-dire faire un petit peu d'entrisme, entre guillemets, profiter de structures déjà existantes, déjà installées dans le monde politique, avec lesquelles il est peut-être plus possible de faire quelque chose plutôt que de repartir à zéro avec un parti de plus dans un panorama politique qui en compte déjà tant. Alors, c'est pas une critique du tout, c'est une simple suggestion. J'imagine qu'il s'était lui-même déjà posé cette question et qu'il y a répondu à sa façon, mais enfin, vu de l'extérieur, nous les Français, nous les citoyens, nous les potentiels militants, on se désole un petit peu de voir que les énergies, au lieu de s'agglomérer finalement, veulent absolument chacune créer leur «chapelle» entre guillemets. Alors elles ont toutes des subtilités évidemment, mais est-ce que l'urgence de la situation ne nécessiterait pas que chacun mette un petit peu de ses dissensions de côté pour s'unir vers un objectif unique? Alors c'est pas une critique évidemment, c'est une idée comme ça que je lui soumets. Mais je l'ai fait, Jonathan, je l'ai fait. Oui. Je l'ai fait. Aujourd'hui, nous incarnons véritablement l'union des droites parce que mes deux vice-présidents viennent du Rassemblement national et des Républicains. Nombre de ceux qui ont servi chez Debout la France, chez M. Asselineau, chez M. Philippot, chez M. Zemmour nous rejoignent aujourd'hui parce qu'ils croient en notre projet. Et ce n'est pas un parti politique de plus, c'est un parti, là encore, présidé par un soldat, votre serviteur. Et ça change tout. Quelqu'un qui vient du monde réel, quelqu'un qui a donné des preuves, j'ai donné des preuves, j'ai œuvré, et pas 5 minutes pour la photo dans des situations d'ouvriers. Ça, j'y ai tenu. Moi, combien en ai-je vu de ces politiques qui viennent prendre la photo et qui repartent aussi secs, sans s'intéresser davantage, hypocrites et démagogues, clientélistes qu'ils sont. Mais pour répondre à votre question, oui, quand j'ai quitté les forces armées, quand j'ai posé ma démission de la gendarmerie nationale, hélas, ce métier que j'adorais, que j'aimais plus que tout, parce qu'il s'agissait de servir, de protéger les plus vulnérables et ceux qui étaient le plus en besoin de notre action, j'ai rejoint le monde politique. Moi, je suis un gaulliste pur et dur. Moi, j'ai créé ce parti gaulliste qui perpétue l'âme et la volonté du grand Charles du mieux que nous le pouvons. J'ai rejoint les Républicains, j'ai adhéré aux Républicains et j'ai vu ce qu'il en était des petits despotes qui dézinguent ceux qui peuvent leur faire de l'ombre. Mais la politique, c'est l'entre-soi, hein. Il y a peu de nouveaux entrants. Quand ils voient débarquer le capitaine Moreau avec sa notoriété balbutiante, avec toutes ses valeurs et tous ses idéaux, mais qu'en ont-ils pensé? Quand j'ai fait acte de candidature pour les élections législatives de 2022, et vous l'avez dit, très peu de soldats, très peu de militaires rentrent dans l'arène politique parce que c'est une machine à dézinguer les bonnes volontés, parce ce milieu est tellement méprisable, parce qu'il y a tellement peu de vertu et d'honneur. Mais moi, je me suis efforcé d'y apporter l'honneur, la vertu, tout ce en quoi je croyais, tout ce que j'ai vécu pendant 30 années. Et là encore, lorsque je me présente à la Commission nationale d'investiture des Républicains,
Eh bien, je me fais dézinguer purement et simplement. Parce que un des barons locaux obtient que l'une de ses favoris obtienne l'investiture en lieu et place de votre serviteur, et je ne l'obtiens pas. Je ne suis pas investi par les Républicains en 2022. Qu'est-ce que je décide? Eh bien, je décide d'y aller seul, de porter une voix qui sera peut-être différente des autres, je l'espère. J'ai fait une année de porte-à-porte avant que de me présenter en juin 2022 dans la 5e circonscription de Côte d'Or. J'ai rencontré tous ces Français en toquant à leur porte, en me présentant, en les écoutant. La politique, pour moi, c'est les yeux dans les yeux, de cœur à cœur. C'est comme ça qu'on comprend les Français. Et je me suis présenté aux législatives, et je vous rappelle cette anecdote, quand je vais voir mon banquier et que je lui dis « j'ai besoin de 25 000 euros ». Mais comment allez-vous faire pour réussir? Vous allez faire 1%. Et je lui réponds, là encore, un peu comme au général, président du concours à l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Mais le courage et le panache, c'est ça. Je ferai peut-être 1%, je risque 25 000 euros et j'aurai l'ardoise à la fin de la campagne. Et j'ai fait presque 7%. Mon capitaine, merci mille fois. Hélas, voilà, l'heure avance. Et voilà. Je recommande à tout le monde de lire, évidemment, L'honneur d'un capitaine, votre nouveau livre aux éditions Magnus, Au service de la France. Vous avez pu en témoigner pendant cette grosse demi-heure qu'on a passée ensemble. Merci, Richard. Et merci à Jonathan Sturel de nous avoir accompagnés dans cet entretien. Merci, Jonathan. À très bientôt. À très bientôt, Richard. Merci. Merci, avec plaisir.